Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue sur Info TV. Vous êtes bien sur le canal 307 de Canal+, le bouquet Canal+. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur Info Rétro. Info Rétro, c'est l'actualité de la semaine. On va dérouler avec des panélistes qui viennent de partout et de haut volt aujourd'hui. Nous aurons deux invités de taille et de poigne qui vont pouvoir nous accompagner cette semaine. Alors, on souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et puis, on sait ce dimanche, c'est la fête des mères. Et voilà, nous allons commencer déjà à dérouler l'actualité avec ces deux personnes qui sont venues aujourd'hui nous donner leur avis et faire des analyses quand même assez concrètes de tout ce qui s'est passé au Cameroun et peut-être même dans le monde. Alors nous allons accueillir deux personnages assez quand même récurrents qui ont déjà eu à faire leur preuve ici à Info TV, notamment à Info Rétro. Nous allons accueillir ce gars de la diaspora qui a beaucoup d'activités et qui revient de temps à autre sur Info TV nous donner son avis. Alors on accueille monsieur Samuel Hervé Mandin. Bonjour. Bonjour à toi Odile, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient un peu partout. Je suis très heureux une fois de plus d'être parmi vous. C'est toujours un honneur d'être... Vous êtes de la diaspora camerounaise, vous êtes rentré déjà au Cameroun dans votre pays d'origine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Je viens avec un concept qu'on appelle Give Back to Mama. Give Back to Mama, c'est un concept qui présente, qui introduit la diaspora au Cameroun, une certaine élite de la diaspora et aussi les communautés noires en général, dont les Caraïbéens et tout ce qui est guadeloupéens, qui ont des affinités avec le Cameroun ou bien l'Afrique centrale, à venir contribuer par leur expertise. Et à l'intérieur, nous faisons un événement qu'on appelle le Cameroun Digital Boost, dont ils viennent au Cameroun, mais ils apportent de leur expertise à travers un événement qui fait la promotion du digital. Alors, nous allons d'entrée de jeu parler des stades Olembe qui vont accueillir, le stade Olembe qui va accueillir justement la prochaine CAN. Nous avons vu il y a quelques temps dans les médias, on présentait justement le stade Olembe qui est en finition. Selon vous, aujourd'hui, le Cameroun est-il prêt à pouvoir accueillir ce grand événement du football? Parce que déjà, il y avait eu des polémiques concernant justement la livraison justement du stade. Selon moi, je pense que avec ce que j'ai pu voir, le Cameroun est prêt. Même dans ces pays où on réside, on n'est jamais prêt à 100%. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tire à boulet rouge nos pays. Si on n'avait pas l'occasion de séjourner dans ces pays, on n'allait pas comprendre que même eux aussi ils ont parfois des bouts qu'il faudrait tout simplement arrondir. Mais je pense, chemin faisant, je crois que le Cameroun est prêt pour organiser cette CAN et je pense que le reste pourra certainement s'arrondir au fur et à mesure. Alors, bonjour Maître Siméon Ouachou, c'est déjà la deuxième fois que vous venez sur ce plateau. Vous êtes président de l'association du barreau d'affaires national du Cameroun et directeur de la coordination de la CBI. Oui, avec vos analyses, avez-vous justement quelque chose à dire concernant justement ce stade Olembe qui a fait beaucoup de polémiques, fait couler beaucoup d'encre et de salive. On s'est dit il y a livraison, il n'y a pas une livraison, voilà, les travaux ont été stoppés, mais aujourd'hui on voit un stade tout flambant neuf. Dans les réseaux sociaux, il y a eu des photos qui ont circulé. Quelle est justement l'analyse que vous faites concernant justement ce stade? D'accord, bonjour Odile, et merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant à nouveau sur ce prestigieux plateau d'Info TV. Sur la question, je dirais que finalement, on est arrivé dans la mesure où aujourd'hui, le Cameroun peut être fier, n'est-ce pas, d'avoir de telles infrastructures. Aujourd'hui, le stade Olembe est bien la preuve de ce que le gouvernement avait annoncé est devenu une réalité. Alors avant Olembe, il y a eu Japoma, que le monde entier a apprécié. Les experts de la CAF et de la FIFA l'autre jour étaient complètement sublimés.
Aujourd'hui, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où on peut organiser de grandes compétitions internationales. Le Cameroun peut accueillir une Coupe de Confédération, par exemple, et peut accueillir des matchs préparatoires ou bien des matchs qu'on peut organiser dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde, dont le Cameroun est prêt, et même d'ailleurs davantage prêt pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que les nations qui arriveront au Cameroun seront sublimées par la qualité des stades. Déjà, à l'occasion de la Coupe d'Afrique féminine, c'était l'extase totale. Et tout récemment également, avec le championnat des nations, c'était l'extase totale. D'ailleurs, vous avez vu la réaction de l'entraîneur de l'équipe du Congo, RDC, quant à la qualité. Il était bien surpris par la qualité des ouvrages. Je crois que pour une fois, le Cameroun est en train de démontrer qu'il est une nation de football, qu'il est un grand pays. Quoiqu'il y ait certaines langues qui pensent que tout est noir, rien ne marche, mais il faut bien regarder la réalité pour se dire que le Cameroun, visiblement, est en train d'émerger, est en train d'aller, compte jouer déjà dans la cour joue déjà dans la cour des grands. Voilà ce que je peux dire sur la question. Merci. Nous allons passer au premier reportage. Comptage physique du personnel de l'État, le MINFOPRA passe à la répression. C'est un reportage signé Karine Okoma. L'opération du comptage physique du personnel de l'État, lancée en 2018, est menée dans un premier temps par le ministère des Finances, puis le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative porte ses fruits. L'opération menée avec minutie par le MINFOPRA depuis février 2020 entre dans sa phase répressive. 239 fonctionnaires mis en cause ont été traduits devant le Conseil permanent de discipline de la fonction publique depuis le 25 juin 2020. 246 dossiers des agents de l'État relevant du Code du travail ont été examinés au sein des unités opérationnelles créées à cet effet. 315 agents publics n'ont pas été recensés pour cause de décès alors que malheureusement, leurs familles ont continué à percevoir la solde. Au total, 7622 agents publics sont demeurés en position d'abandon de poste et n'ont pas cru devoir répondre à nos multiples mises en demeure. Ils sont ipso facto à radier des effectifs de la fonction publique camerounaise. Le point de presse donné ce mercredi 26 mai 2021 à Yaoundé par Joseph Lé, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en présence de Félix Zogo, le secrétaire général du ministère de la Communication et de l'inspecteur général du MINFOPRA, permet d'apporter des éclaircissements sur les différentes procédures ayant permis d'aboutir à ce résultat. Le ministère des Finances a transmis au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 9101 dossiers. C'est dire que les procédures au niveau de notre ministère, c'est-à-dire ici au MINFOPRA, ont porté sur le traitement de 8766 dossiers. Y faisant suite, nous avons lancé la phase disciplinaire et contentieuse de l'opération de traitement des dossiers au niveau de notre département ministériel le 28 février 2020. Avec le recensement effectué par le ministère des Finances en 2018, l'État réalise une économie de près de 30 milliards de francs CFA en assainissant le fichier solde. C'est dire toute l'importance accordée à cette opération. D'ailleurs, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative envisage d'autres actions pour mener à bien cette phase répressive. Des équipes mixtes, MINFOPRA, MINFI, vont être régulièrement déployées auprès des responsables des ressources humaines des différents départements ministériels. La mission de ces équipes consiste à vérifier et à s'assurer de l'effectivité au poste des agents publics. Nous n'avons plus de choix
que de radier des effectifs de notre administration ces agents publics fautifs ou fictifs qui émargent impunément au budget de l'État. Le temps de la tolérance administrative est donc révolu, réitère le ministre Joseph Lé au cours de ce point de presse. L'opération du comptage physique du personnel de l'État permet de lutter contre l'absentéisme notoire des agents publics dans les administrations qui fait perdre à l'État des milliards de francs CFA par an. Le MIFOPRA qu'on décide aujourd'hui de justement compter les agents publics qui ne viennent pas au boulot. Et puis, Maître Ouachi, on va commencer avec vous. Nous avons 7622 dossiers abandonnés qui ont abandonné leur poste. Alors, le ministre a décidé, il a dit que ce sera régulier, effectif ces derniers temps. Alors, que pensez-vous justement de cette répression qui est justement accusée au ministère de la fonction publique et la réforme administrative? Alors, je suis bien surpris par cette situation, mais c'est dans ma posture, par ailleurs, d'expert criminel de justice que je voudrais prendre la parole par rapport à cette situation. Parce que là, ce sont les effets d'une situation dont les causes méritent d'être déterminées. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement se dit, il faut, dans la page regarder ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a des personnes qui émargent au budget de l'État et qui n'ont jamais mis les pieds au bureau. Et il y a des personnes qui continuent à toucher pour des fonctionnaires décédés. Mais cette situation mérite une explication davantage profonde. Parce que là, ce que nous voyons là, ce ne sont que des effets. Mais qu'est-ce qui peut en être la cause? La procédure de recrutement au sein de la fonction publique est problématique. C'est ça. Est-ce que les gens vont à l'ENAM, par exemple, par vocation, ou bien est-ce qu'ils vont simplement pour obtenir un matricule et espérer donc justement subvenir à leurs besoins au moyen des fonds publics? C'est ça toute la question. Parce que dans un pays qui se veut sérieux, véritablement, on devrait avoir au sein de la fonction publique des personnes qui ont véritablement une vocation. Qui y sont par vocation, qui y sont parce qu'ils aiment le métier. Nous sommes arrivés à un niveau de paupérisation au Cameroun qui est tel, aujourd'hui, on peut dire, certaines personnes pensent qu'il faut s'inscrire dans la logique du sauf qui peut. Si on peut être contractuel de l'administration sans vocation, on n'y va pas pour travailler. Voilà la psychologie des personnes qui intègrent, n'est-ce pas, la sphère publique, la sphère de la fonction publique. Il y en a qui entrent à l'ENAM à coup ayant négocié, ayant déployé beaucoup de moyens, et finalement le seul objectif justement c'est de récupérer cet argent, c'est-à-dire c'est de réaliser ce qu'on appelle un retour sur investissement. Mais ces personnes-là, visiblement, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être rompues à la tâche? Elles ne sont pas là pour travailler. C'est-à-dire, logiquement, si elles peuvent se retrouver à une fonction, si elles ont une fonction, c'est qu'elles peuvent chercher, certaines d'entre elles, pas tout le monde d'ailleurs, c'est de voir comment multiplier les stratagèmes criminels qui leur permettent donc justement de gagner de l'argent facilement. Vous voyez, il y a des fonctionnaires dont la vocation justement, c'est d'organiser des stratagèmes pour toucher le salaire revenant même à d'autres personnes. Pour toucher de l'argent et les avantages qui incomberaient même à des personnes qui jadis vivaient et qui touchaient cet argent-là, mais qui sont décédés. Donc c'est un problème qu'il faut voir dès la base. C'est-à-dire qu'il faut établir le profil. Il faut faire une enquête de moralité sur les personnes que l'on recrute au sein de la fonction publique. Il faut soumettre systématiquement au test les personnes que l'on recrute pour éviter ce genre de situation. Parce qu'à la vérité, vous voyez, on parle de plus de 30 milliards d'économies désormais parce qu'on est en train d'assainir le fichier. Mais on ne dit pas ce que l'État a perdu en réalité. Avant de parler des 30 milliards d'économies, qu'est-ce que l'État a perdu visiblement? Donc on ne va pas simplement regarder les effets au lieu de s'intéresser aux causes. Je crois que le ministre de la fonction publique gagnerait à s'inscrire dans une logique d'enquête approfondie au moment où il faut lancer le concours. Il faut soumettre systématiquement tous ceux que l'on recrute à un test, à une enquête de moralité. On peut le faire sur des candidats qui postulent sans qu'ils ne soient au courant de ce qui se passe. Sinon, on recrute des mercenaires au sein de la fonction publique et puis voilà, le trésor public en paye le prix fort. Voilà. Alors, monsieur Samuel Hervé Mandé, on parle de 30 milliards d'économies.
aujourd'hui. Que pensez-vous justement de cette décision du ministre de pouvoir abstenir les agents publics qui sont quelque peu véreux? Oui, je dirais que c'est une décision louable parce que l'État ne devrait pas perdre de l'argent à ce niveau. Mais permettez-moi de revenir quand même sur un petit point que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Aujourd'hui, le Canada et les États-Unis recrutent une certaine main-d'œuvre dans le monde. Lorsque j'ai vu 7200 personnes qui ont certainement déserté ou qui ne sont plus à leur poste. 7622, voilà. Il faut savoir que le Canada reçoit pratiquement 46 à 50 000 dossiers chaque année. Et dans les 50 000 dossiers, il y a au moins 3 000 Camerounais qui rentreraient au Canada chaque année. Et dans les 3 000 dossiers, il faut retenir que la plupart, c'est des fonctionnaires. La plupart, au moins à 60-70%, ce sont les fonctionnaires. Et il y a même un langage qui se dit là-bas, c'est-à-dire que pendant au moins 6 mois, jusqu'au recensement, la plupart de ces personnes continuent à percevoir leur solde. Alors, la différence se trouve où? C'est justement sur le digital. Le digital permet à ce qu'on soit actif et réactif en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas à son poste, en quelque temps, généralement à l'espace de 2 jours, on est au courant, on sait, et puis on coupe directement à la source. Et c'est vrai que l'État se déploie une fois de plus de manière physique, mais aujourd'hui on a dépassé le physique. Il faut remplacer toutes ces méthodes stratégiques, toutes ces méthodes par la digitalisation. Dans ces pays, ils ont des assurances. Lorsque vous mettez, si l'État met des assureurs entre lui et le fonctionnaire, les assureurs ne voudront jamais perdre leurs intérêts et les choses marcheraient. D'accord. Et je pense que à ce niveau, c'est vraiment lourd, comme Maître Wachum le disait, c'est vraiment très lourd, 30 milliards, mais c'est vrai, on ne connaît pas les pertes, on sait qu'on a plus gagné 30 milliards, mais je vous dirais qu'on est à l'heure résolument de la digitalisation. Il faudrait mettre la digitalisation, parce que pour déployer une fois de plus, les personnes, il faut les mettre en mission, et une fois de plus, c'est de l'argent. Alors qu'avec la digitalisation, on investit une fois, on reste juste dans le contrôle, tu rentres, on sait que tu rentres aujourd'hui. Si tu as fait 2 jours sans travailler, ça renvoie directement un signal pour dire que tu as fait 2 jours que tu n'as pas travaillé. On te demande pourquoi tu n'as pas travaillé. Si ça dure, écoute, ça signale. Et puis tout de suite, tu ne perçois plus ton salaire. Comment se fait-il que les gens arrivent aux États-Unis et au Canada, font 6 mois, ils perçoivent toujours leur salaire. Et d'autres même reviennent ici avec la complicité de leur boss ou de leur patron, et ils font semblant, ils démarchent et font encore peut-être l'autre 6 mois. Et c'est tellement récurrent dans cette partie du monde. Ah oui. Bon, écoutez, nous allons passer au second reportage. On va parler du Covid. Le Covid guette, le Mincommerce rétablit les faits. C'est un reportage signé Stéphane Mbaga. Il ne se passe plus de jours sans que les réseaux sociaux ne le condamnent. Les spéculations sur sa culpabilité vont bon train. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangna, artisan émérite du combat contre la vie chère et au centre d'une cabale. À l'heure où la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 de certains acteurs étatiques est questionnée, les langues se délient et la vérité éclate au jour. Au ministère du Commerce, la validation des tests Covid a été faite dans les règles de l'art et les références intégrées dans le système PropMIS qui gère la commande gouvernementale. Conformément au dossier déposé par le MinSanté qui comporte, outre la facture proforma de l'entreprise Midjiline, la facture fournisseur, mais surtout des documents qui attestent que le fabricant Biosensor vend bien ses tests en kit de 25 tests, 40 tests et non à l'unité. L'unité de facturation retenue par le fabricant est donc bel et bien le kit de 25 tests. Mais pour Midjiline et ses complices tapis au ministère de la Santé publique, la supercherie, elle est facturée à l'État du Cameroun. Le prix d'un test Covid-19 en lieu et place d'un kit de 25 tests. Qui donc, dans le sérail, veut faire porter au ministre Luc Magloire Mbaga Tangna le chapeau d'un manque à gagner à l'état de plus de 15 milliards de francs CFA? La question est posée. Exit donc les fausses dates, les fausses signatures, les faux référents, les quelques manquements observés dans le rapport de la Chambre des comptes. Au ministère du Commerce, la sérénité règne et l'objectif reste le même, à savoir accompagner le président Paul Biya dans son programme d'émergence à l'horizon 2035. Le Covid-Gate, c'est justement ce problème, cette affaire qui défraie la chronique, notamment la
l'actualité depuis quelques jours. Alors, M. Simeon Ouattara, on parle de Medellin, on parle justement de Vincent Tess. Il y a le ministre du Commerce qui aujourd'hui veut rétablir les faits. Il a parlé de fausses factures, de fausses signatures, entre autres. Qu'avez-vous comme regard face justement à cette situation de Covid-Gate qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive, notamment concernant la gestion des fonds Covid? Alors, je voudrais donc, sur la question, d'abord préciser que c'est en ma qualité d'expert criminel assermenté de justice et directeur de coordination de la Cameroun Bureau of Investigation que je vais prendre la parole sur ce dossier. Parce qu'il s'agit là d'un domaine qui voudrait que l'on fasse recours à des savoirs, n'est-ce pas, qui relèvent du domaine des sciences criminelles, mieux de la criminalité économique. Le Covid-Gate est une situation très très préoccupante aujourd'hui pour le Cameroun. C'est vrai que dans une situation dite d'urgence sanitaire, le Cameroun a fait recours au Fonds monétaire international qui a, dans le cadre des facilités que le FMI accorde, permis que le Cameroun ait de l'argent, un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Dans un contexte où déjà avant, le gouvernement avait fait appel à la contribution des nationaux, dont des citoyens, n'est-ce pas, par rapport à cette cagnotte qu'elle voulait constituer pour la lutte concernant le Covid-19. Parce qu'il faut quand même dire que le Covid-19 a suscité une frayeur au Cameroun, comme dans d'autres pays du monde. Ça dit que c'était une situation de catastrophe sanitaire, véritablement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'attitude, avec la réaction des pouvoirs des pays africains, avec ce qui se passe en Afrique, visiblement, aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est davantage mieux épargnée que certains pays européens ou américains. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Inde. L'Inde qui a été présentée comme un pays, n'est-ce pas, de grandes connaissances en matière médicinale. Aujourd'hui, l'Inde poids sur le coup du Covid-19. Alors aujourd'hui, 200 milliards avaient été mis à disposition du gouvernement camerounais. Cet argent a été dispatché entre différents ministères. Il y a des ministères même qui visiblement n'avaient même pas un rôle à jouer dans la riposte, mais qui ont reçu de l'argent. On se pose bien la question de savoir pourquoi. En tant qu'expert criminel, qui est le chef d'orchestre de cela? Parce qu'aujourd'hui, on voit les effets. Une fois de plus, on est en train de s'intéresser sur les conséquences. Mais la cause, véritablement, c'est quoi? Qui a provoqué toute cette situation qui, visiblement, n'honore pas le Cameroun? Aujourd'hui, le parquet du TCS est saisi, les personnalités y défilent, il y a des auditions qui sont menées par les officiers spécialisés de police judiciaire du parquet général près le tribunal criminel spécial. Véritablement, on se dit quelque chose peut en sortir. Mais pour que quelque chose en ressorte, il faut bien que les choses soient faites dans les règles de l'art. Il faut établir les responsabilités conformément à un certain protocole qui se veut évidemment objectif. Ce qui est important à dire sur cette question, c'est que j'ai entendu le ministre de la Santé dire que il n'y a pas un cadre, il n'y avait pas jusqu'ici un cadre juridique pour la gestion des fonds relatifs à la riposte contre une catastrophe sanitaire comme le Covid-19. Ce qui fait que, comme pour dire que dans ce contexte, ceux à qui on remettait de l'argent pouvaient se permettre de le dépenser n'importe comment. Voilà ce qui se passe. Le gouvernement aussi est en quelque sorte devant le fait accompli. Parce que c'est quand même 200 milliards. Je peux vous dire que si vous regardez ce qui a été fait avec cet argent, je ne suis pas sûr que le quart ait même été utilisé véritablement pour cette riposte. Au contraire, il y a de nombreux indices qui témoignent de ce que des gens se sont enrichis au lieu d'utiliser cet argent véritablement pour la riposte. Peut-être que cet argent était excessif, peut-être qu'il n'était même pas excessif. Toujours est-il que vous voyez une surfacturation comme celle qu'on vient de nous décrire là, dans le reportage. Mais c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, le ministre du Commerce monte au créneau dans un contexte où il est indexé. Mais est-ce qu'il aurait fallu que le ministre du Commerce soit indexé pour monter au créneau? Ça, nous nous posons la question. Et nous disons, nous qui sommes des experts criminels de justice et gérons une unité spécialisée d'enquête et d'investigation approfondie, il va falloir que le gouvernement revoie sa méthode. Nous avons la possibilité d'aider l'État en termes de stratégie d'intelligence criminelle, économique, pour débusquer, pour établir le profil des voleurs
et le profil des innocents. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qu'on devait savoir, c'est que, tel que c'est parti, on retrouvera finalement aux mêmes endroits des innocents et des coupables. Des innocents et des coupables, parce que véritablement, à un moment donné, la justice voudra assouvir la soif de l'exécutif ou la soif du peuple. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a eu violation de procédures. Nous, beaucoup pour se défendre ont dit, nous étions en situation d'urgence sanitaire et nous ne pouvions donc pas nous conformer au code des marchés publics. Parce que justement, dans le code, il y a une exception qui dit, si on est en situation d'urgence nationale, sécuritaire, l'on peut se détourner, se dérober des procédures classiques d'appel d'offres ou bien d'autres procédures qui sont prévues par la réglementation. Cette entreprise, il y a des indices qui établissent clairement que Medellin est une structure rattachée aux personnes, à certains responsables du gouvernement qui ont géré les fonds publics. La surfacturation aujourd'hui est avérée puisque le fournisseur s'est prononcé. Maintenant, il appartient à la justice également de se prononcer sur la question. Mais je dis, il va falloir que certaines méthodes véritablement soient observées pour que finalement des innocents ne se retrouvent pas dans cette affaire. Il y en a qui sont enrichis, je vous dis, il y en a qui ont construit des duplex, des immeubles R+2, voilà, R+3, on n'est pas sûr, c'est des spéculations. Oui, non, c'est pas que des spéculations, parce qu'en réalité, il y a des indices. Je crois que c'est le moment au Cameroun aujourd'hui d'actionner le mécanisme de la déclaration des biens. Vous voyez, il y a des fonctionnaires qui, du jour au lendemain, ont vu leur niveau de vie changer, qui ont acquis des biens. Je vous dis, parce que nous avons une unité d'investissement. En tant qu'expert criminel, notre responsabilité, c'est de veiller également sur la fortune publique. Nous avons un système de renseignement très avancé par rapport à cette situation que nous sommes en train de décrire. D'accord, merci. Monsieur Samuel avait demandé, on parle de fonds Covid aujourd'hui. Ça crée beaucoup de polémiques. Les médias internationaux en parlent. Le Cameroun est justement mis. Il y a eu une audit qui s'est passée et qui continue justement de se faire avec tous les ministres. Qu'avez-vous comme regard face à justement cette audit qui est demandée par le FMI, le Fonds monétaire international, et aujourd'hui même l'Union européenne demande même des comptes au Cameroun? Mais pour moi, je pense que notre gestion, on n'apprend pas suffisamment des autres. Parce que une situation comme le Covid devrait normalement être gérée coordonnée par le ministère, mais le bras de réalisation devrait logiquement être la Croix-Rouge ou les organisations dans ce rôle, c'est-à-dire que dans le même sillage, dans les organisations d'aide. Le ministère de la Santé a été mis à contribution, justement, à la première vague de Covid. C'est le ministère de la Santé qui a été mis à contribution aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que leur rôle, c'est de coordonner. Mais généralement, dans d'autres pays, je vous amène un peu cette expérience, ce sont les organisations qui ont géré la distribution, parce que c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Je n'ai pas suivi que dans ces pays où tel ministère a donné l'argent à tel ministère. C'est-à-dire qu'une fois de plus, et je me suis pris aussi un parti politique dont je ne veux pas citer le nom, qui a fait l'objet d'un appel de fonds. Dans ces pays, c'est la Croix-Rouge qui a fait l'appel de fonds. Et le gouvernement a géré justement pour le Covid. Alors, à ce niveau, si on ne peut pas mettre les organisations communautaires, bien les organisations de santé, avec le ministère de Santé, il y aura toujours cette fuite. Parce que le rôle de l'État dans ces pays, c'est de coordonner tout simplement l'action. Mais ce n'est pas de réaliser. Je l'ai donc déjà ici décrit une fois de plus pour dire, par exemple, la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption ne peut pas être faite par le gouvernement. Le gouvernement, tout simplement, met en place un système, mais ce sont les organisations communautaires qui luttent contre la corruption. C'est-à-dire qu'elles viennent souscrire à un cahier de charges et se mettent en place, mettre en place un système. Moi, j'ai été pendant longtemps le coordonnateur de la lutte contre le racisme et l'intégration communautaire au Québec. Et c'était la lutte sur le vivre ensemble. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un clash, il y avait un problème de discrimination. Alors, le gouvernement a mis en place un système dont ils ont appelé toutes les organisations communautaires, tout le monde, il dit écoute, on a un problème de racisme, on a un problème de vivre ensemble. Comment on peut faire? On n'a pas créé une commission entre guillemets.
comme on le fait ici, Ouais. mais le gouvernement a régulé et a fait des appels d'offres et dit, bien. écoute, voici le cahier de charges. Si tu es une organisation communautaire, tu opères par exemple dans tel village ou dans telle structure ou n'importe où, et tu es capable de répondre aux besoins, répondre aux problèmes avec des chiffres clairs, tu comprends? Alors, de là, on lui donne le marché. Mais ici, dans notre pays, c'est le gouvernement qui décrit la corruption. Et à l'intérieur du gouvernement, on crée encore un système avec des personnes qui sont dans la CONAC ou bien qui sont dans la lutte d'une certaine pandémie. Et il y a un problème. Mais il y a un rapport de la Chambre des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême qui justement essaye de faire une enquête, comme l'a dit le maître Siméon Ouachou. Il y a justement une enquête, un audit qui a été implémenté par le TCS justement. Mais c'est encore même une autre erreur. Parce que le gouvernement ne peut pas impulser une situation comme celle-là et venir encore enquêter sans mettre une fois de plus les organisations communautaires. Je suis dans l'impulsion, le rôle de la société civile dans tous les domaines. La société civile, c'est le pont entre l'État et la population. Donc, quel a été le rôle de la société civile ici dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre cette pandémie, le Covid-19? Ouais. Quel était le rôle de la société civile? Alors, si on écarte la société civile, quel que soit le cas, les organisations un peu comme celle de Maître, on aura ce genre de situation parce qu'ils ont un regard, ils apportent la réalité. Et le gouvernement, ils sont assis dans les bureaux. C'est vrai qu'ils ont quelques relations avec le peuple, mais c'est le rôle des organisations qui apportent un autre regard. Et alors, ici, il s'agit, moi je parle dans le prisme des responsabilités. La responsabilité, c'est le système, la façon que le système est mené. Tout le monde n'est pas à l'intérieur pour donner des avis dans plusieurs angles. Et on regarde par exemple, on a par exemple cette situation de construction de routes. J'ai jamais vu, chez nous, on se lève un matin, on construit une route. Alors dans ces pays, pour construire une route, Non, on va appeler... Monsieur Samuel avait demandé, il y a une planification qui est déjà faite. Oui, la planification doit être faite avec la société civile. L'État donne la direction et amène la société civile pour évaluer la direction. C'est comme chez vous. Donc, vous avez un plan avec vos enfants, avec votre famille, mais vous appelez quand même vos enfants, vous dites, écoutez, désormais, voici comment on va faire. Et puis, ta petite fille te dit, écoute, maman ou bien papa, je pense que tu n'as pas intégré telle situation. Et puis, on essaye d'harmoniser. Mais ça reste que c'est toi qui donnes la direction. Donc, il y a un plan étatique, mais est-ce que le plan a été éprouvé, suffisamment harmonisé avec la société civile? D'accord, nous allons passer au reportage suivant. Douala, l'interdiction de circulation des poids lourds divise. C'est un compte rendu d'Edmond Foutu. Dans un arrêté signé le 18 mai 2021, le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, interdit la circulation des camions poids lourds sur l'axe Marché des Fleurs, pont sur la Dibamba, entre 7h du matin et 21h. Une décision sans doute motivée par la recrudescence des accidents mortels sur ce tronçon routier. Les raisons, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu qu'on a assisté à des accidents terribles sur la voie publique. Quand vous avez un gruyère qui échoue au marché de Dongpassi, vous imaginez le nombre de victimes. Il y en a eu. Il ne faut pas seulement compter les morts ici, mais il y a eu des blessés. Si on rythme ça de cette façon, je crois que les choses vont... Ça sera bien orchestré. C'est-à-dire, les autres se diront, bon, moi, il ne faut pas que 21h me trouve sur cet axe. Je dois partir. Les petits véhicules. Et ils partent. Et à 21h, les gros porteurs se disent, bon, nous, on peut se mettre sur la voie publique et ils roulent tranquillement. En se soumettant à cette décision, les transporteurs se disent prêts à échanger avec l'autorité pour trouver une solution équitable. Ça, c'est logique. J'ai dit tout à l'heure qu'on va se soumettre, mais après là, il faut en débattre pour trouver la bonne solution. Parce que sinon, les usines vont s'arrêter, les retards au port, ce sera une longue liste. Pour limiter les accidents,
L'autorité pense à la libération des trottoirs anarchiquement occupés. Non, si on arrive à libérer les trottoirs, c'est-à-dire on ne vend plus sur le trottoir, on ne braise plus le poisson sur le trottoir, on ne vend plus la tomate sur le trottoir, vous verrez que le piéton passera par le trottoir et la chaussée sera libérée. Donc il y a cette opération-là qui est en cours au niveau de la communauté urbaine. Sur le terrain, il faut le dire, la pilule est difficile à avaler. La décision préfectorale divise toutes les parties prenantes. L'interdiction des poids lourds divise dans la ville de Douala, notamment au marché des fleurs. On parle de 7h, entre 7h et 21h. Il y a le préfet qui a décidé justement d'arrêter cette circulation qui cause beaucoup d'accidents. Alors, monsieur Samuel Avré-Bandin, avec justement cette restriction qui a été jugée utile selon le préfet, pensez-vous que les citoyens puissent adhérer? Déjà, on a des transporteurs qui ont décidé de vouloir essayer de collaborer avec le gouvernement face à cette décision. Ben, il faut souligner que c'est un problème, c'est une décision de sécurité publique. On voit tout de suite les dégâts, lorsqu'il faut compter les dégâts de ces gros porteurs face à la population. Tout le monde le sait, que ce soit sur l'axe Lou-Yaoundé, Douala, il faut tout simplement regarder ce qui se passe même dans le centre-ville. Mais il faut aussi savoir que l'État on ne crée pas la roue. Dans ces pays, les gros porteurs ont une certaine heure où ils traversent la ville, où ils ont des rues secondaires, malgré qu'il y a suffisamment de voies, mais ils ont généralement un seul axe qu'ils prennent. Mais moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de l'éducation. Le problème, c'est au niveau de l'éducation. Le code de la route est un réel problème. Il y a un Camerounais dont je vais taire le nom qui a échoué le permis de conduire au Canada 12 fois. D'accord. Mais ce monsieur conduisait, ça fait plus de 30 ans. Alors, on lui demande, il dit que mais moi je conduis, comment je peux échouer au Cameroun? Je conduis, que oui, tu conduisais la voiture, mais tu ne connais pas lire les panneaux. Tu ne lis pas les panneaux. Est-ce que nos usagers ou bien ces conducteurs sont suffisamment éduqués? Je veux vous dire, lorsque vous entrez dans un pays, vous voulez comprendre la sociologie d'un pays, mettez-vous sur un carrefour. Et la façon qu'on conduit dans ce pays, je vous dis, c'est criminel. Et on sait, dans tous les pays du monde, il y a deux catégories de personnes on peut dire qu'ils ont tous une même mère. Les taximans ont tous une même mère. C'est-à-dire que, vous voyez les taximans du Cameroun, vous allez à Jakarta, les mêmes taximans, ils ont la même façon de réfléchir. Vous allez à Paris, vous allez à New York, les mêmes façons de réfléchir. Les camionneurs sont pareils. Les camionneurs, c'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. Ils ont tous une même grammaire. Alors, à ce niveau, il fallait quand même réglementer. Mais est-ce qu'on a les moyens de réglementer? Parce qu'il y a des conséquences qui vont avec. Il y a le monsieur du reporter parlait des usines, des structures. Mais ici, nous devons relever une chose qui est très très importante, c'est l'éducation. Monsieur Wanjou le disait encore une fois de plus, c'est l'éducation. On peut t'apprendre à conduire une voiture. Mais c'est ton éducation, ton analyse qui te permet d'être une personne responsable sur la route. Est-ce que nos conducteurs sont suffisamment responsables? Ça, c'est la question. Et je suis très surpris par les présentations de nos autorités face à des accidents. Ils disent toujours, c'est certainement un faux permis de conduire, ou certainement les responsabilités. Mais non, et les responsabilités et les torts sont partagés. Est-ce que les gens ont la sensibilité, ont la responsabilité lorsqu'ils sont en route? On devrait plutôt faire des campagnes pour amener les conducteurs à ne pas conduire comme dans leur tête, mais à conduire selon le code, selon la façon d'être. Pourquoi quand on va dans ces pays, on conduit en fonction des autres? Ça veut dire que ici, nous devons mettre la responsabilité non seulement sur le gouvernement, mais aussi en majorité sur les citoyens.
D'accord. Maître Ouachou, on parle d'aujourd'hui de libérer l'espace aux piétons, d'éliminer les vendeuses, de braiseuses de poissons, entre autres. Le préfet l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que c'est ça la solution? Et on a aussi eu un transporteur qui a décidé justement de causer, de communiquer avec le gouvernement. Est-ce que cette situation peut se stabiliser avec cette communication qui est prévue? J'ai entendu le préfet du département du Vouri se prononcer. Mais là, il s'agit simplement d'un saupoudrage, d'un mauvais genre, simplement. Parce que là, c'est une solution simplement précaire. Parce que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement doit affirmer aujourd'hui et dire à l'opinion quelle est sa politique de développement d'infrastructures routières ou de développement urbain. C'est très important. Cette politique doit être connue, doit être cernée. Il ne faut pas réagir après coup. Ou bien a posteriori. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune signification, ça n'a aucun sens, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, la population du Cameroun, elle va grandissante. Et Douala est une grande métropole. D'ailleurs, Yaoundé également est en train de prendre l'envergure. Vous voyez les nouveaux quartiers qui se créent. Des embouteillages prennent l'envergure. Mais le gouvernement doit prendre davantage ses responsabilités. Alors quand on demande de libérer le trottoir, ces gens qui sont nos mamans qui vendent des tomates, comment est-ce qu'elles font pour nourrir les enfants à la maison? Ça, c'est une question également cruciale. Ouais. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et je crois que les collectivités territoriales décentralisées doivent prendre leurs responsabilités. Il s'agit des régions et des mairies et des communes. Alors prendre leurs responsabilités implique justement que ces régions-là puissent créer des espaces marchands. Des espaces marchands justement pour abriter ces commerçants et commerçantes qui occupent, n'est-ce pas, les trottoirs. Il n'est pas question simplement de réprimer. La répression ne va rien produire. Au contraire, la répression peut conduire à une véritable crise sociale que le gouvernement ne parviendra pas à maîtriser. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vois le préfet dans tous ses états, il est déterminé à en découdre. Mais est-ce qu'il faut en découdre de cette manière? Ce n'est pas qu'une affaire d'en découdre. Il faut dire, voici le plan que le gouvernement, aujourd'hui, gouvernement central, il me semble qu'on est aussi à l'aide de la décentralisation. Le gouvernement ne saurait parler sans demander le point de vue des exécutifs régionaux. Où sont-ils dans ce problème-là? Pourquoi ne sont-ils pas mêlés? Pourquoi ne sont-ils pas mêlés à ça? Pour qu'on soit à parler il faut prendre des mesures draconiennes pour amener les gens à libérer. Non, c'est un problème qu'il faut regarder vraiment de manière un peu plus profonde. Le gouvernement central a un rôle à jouer. Les collectivités locales décentralisées, si tant est qu'on est véritablement à l'ère de la décentralisation, doivent prendre leurs responsabilités et puis surtout se faire aider par d'autres organismes de la société civile. Samuel Hervé l'a dit tout à l'heure. Si le gouvernement veut faire tout seul, il ne pourra pas. Il faut qu'il y ait des entités qui peuvent avoir un regard différent de celui que le gouvernement a sur les problèmes qui concernent la nation. Que ce regard-là soit également un regard manifeste, un regard qui s'exprime sur les questions vraiment qui concernent la nation. Mais je dirais même, si tu permets, Odile, le gouvernement doit cesser d'être le sapeur-pompier. Le gouvernement doit arrêter. C'est pas la bonne approche aujourd'hui. On a des approches décentralisées, un peu comme tu disais. Une situation comme celle-là, sur quel pouvoir, ou bien sur quelle, on peut dire que notoriété le préfet parle, s'exprime de cette manière? Est-ce qu'il a consulté toutes les structures tout autour? Parce qu'il devrait, il est ici censé être le porte-parole d'une décision qui devrait normalement déjà avoir peut-être été débattue en groupe dans les collectivités. Mais si on est encore dans le système où le préfet, dans son pouvoir, prend tout simplement la parole et s'exprime très bien devant tout le monde et croit que ça va marcher. Mais non. Aujourd'hui, on est à l'aide de la décentralisation. La décentralisation veut dire que s'il y a une situation, il y a le régulateur, il y a les acteurs. Très bien. Donc, il régule, il dit, écoute, il y a tel problème, il met en place, il construit, on peut dire, le squelette de l'éléphant et amène tout le monde maintenant à participer pour la réalisation. Et c'est notre ère d'aujourd'hui. Tous les reportages qu'on vient de suivre là, l'État se bombe encore le torse et dit que c'est moi, on doit faire comme ça, la responsabilité. C'est un maintenant. Il y a un impact social, surtout que le Covid a suffisamment handicapé les gens de manière économique
et même morale. Mais à ce niveau, ils ne regardent même pas l'ampleur des difficultés ou bien des dégâts qu'a eu cette maladie dans les ménages. Et venir maintenant dire que ces mamans doivent partir, doivent dégager la chaussée et tout, et tout. Mais non, je pense que on revient encore une fois de plus à la stratégie de décentralisation. Ok, nous allons passer au reportage suivant, développement local. Lucas Serona et Christophe Guilou signent un partenariat. C'est un reportage signé Muriel Andjé. Journée ensoleillée, signe de floraison. Ce 25 mai 2021 est un jour spécial dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. L'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, est l'hôte du maire Lucas Oona. Une audience qui leur permet d'échanger sur le partenariat socio-économique qui lie les deux pays amis, à savoir la France et le Cameroun. Je voudrais remercier monsieur le maire de la commune de Yaoundé 3, monsieur Luc Oona, qui a bien voulu m'accueillir. Nous avons échangé longuement, à la fois sur deux sujets principaux. La coopération avec la France, puisque la France est très active ici en matière de coopération, d'infrastructure, en matière économique également. Également au menu des échanges, les projets d'accompagnement dans le processus de décentralisation prévus et entamés par le gouvernement. Un accompagnement modélisé et contextualisé dans l'ordre de compétences non exclusives, avec des ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Nous avons également échangé longuement sur son expérience de la décentralisation, sur les enjeux de la décentralisation, ses avancées et puis les perspectives d'avenir. La France, elle aussi, est très engagée dans ce processus de décentralisation depuis qu'il a été décidé et voté il y a plusieurs mois. Et c'est tout cela que nous avons eu à échanger avec monsieur le maire. C'est pour ça que j'ai tenu à venir ici concrètement voir avec ceux qui vivent la décentralisation, qui vivent les demandes des populations au quotidien, avoir leurs sentiments, mieux comprendre les défis qui attendent et qui font face et auxquels font face le Cameroun et ses populations dans une commune importante. L'idée, c'est de définir et de préciser les demandes et puis les offres aussi qu'on pourrait faire en France avec des communes de taille ou les communautés de taille similaire. Au terme de leur entretien, Lucas Oona, maire de Yaoundé 3, et Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, sont donc satisfaits et s'en vont confiants des partenariats futurs entre la mairie de Yaoundé 3 et la France. Le transfert de compétences mis en exergue avec l'ambassadeur de France et justement le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e, monsieur Lucas Serona. Alors, monsieur Maître Ouachou, on a justement cette collaboration. L'ambassadeur a parlé de coopération qui existe entre la France et le Cameroun aujourd'hui, qui va être mise en exergue justement avec le développement local. Selon vous, cette collaboration et cette coopération qui dure depuis plusieurs années peut apporter des fruits quand même assez conséquents? Disons que la France est un partenaire historique pour le Cameroun sur divers plans. Il a parlé de la coopération. Cette coopération est légendaire dans des domaines comme l'éducation, la promotion de la culture, la recherche, etc. Mais ce qui est important également à dire, c'est que le souvenir qu'on a de la coopération entre le Cameroun et la France n'est pas nécessairement bon. Oui, compte tenu d'un ensemble de facteurs que je ne vais pas évoquer ici. Alors, si l'ambassadeur va vers la mairie, c'est de bonne guerre, parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation et dans le cadre plus précis de ce qu'on appelle la coopération décentralisée, il est important que les mairies aient des partenaires au développement, justement pour le développement des infrastructures collectives dont la commune a besoin
n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins de ces populations. Donc c'est pas étonnant. Mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il ne faudrait pas que simplement que cela se limite à ça, à ce que nous voyons à la télévision, à ce que nous venons de voir. Cela devrait être davantage concret. Je crois qu'il y a même un problème véritable en ce qui concerne la formation des maires. Est-ce que beaucoup comprennent même ce qu'on appelle la coopération décentralisée, à proprement parler, nos maires? Ça, c'est la réalité. Si vous regardez le fonctionnement avant l'ère de la décentralisation, quand vous regardez comment les maires fonctionnaient, ils fonctionnaient de manière à ce que, bon, voilà, ils attendent de l'argent qui arrive. Alors, ils peuvent faire un peu de saupoudrage, c'est-à-dire réaliser un ou deux projets, et puis ils se mettent l'argent dans les poches également. Est-ce que les maires comprennent qu'ils doivent chercher l'argent aujourd'hui, véritablement, pour le développement des infrastructures qui peuvent permettre à la population, justement, d'être un peu plus à l'aise? Il y a un véritable problème, c'est qu'il faut expliquer aux maires. Moi, je suis conseiller juridique par ailleurs d'affaires, avocat d'affaires, et c'est en cette qualité que je suis président de l'association Barreau d'affaires nationale du Cameroun. L'une des responsabilités que nous assumons, c'est de promouvoir justement le droit de la décentralisation, le droit des affaires comme un levier important du développement économique des collectivités territoriales décentralisées. Les maires ont besoin d'éducation. On doit les accompagner dans la compréhension des partenariats qui arrivent. Parce que pour la mise en œuvre de ces partenariats, il faut bien leur expliquer quel est le moule, le cadre juridique dans lequel tout cela peut s'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, un partenaire peut se présenter. Il n'est pas sûr que le maire d'hier comprenne qu'aujourd'hui on est à l'ère de la décentralisation et qu'il doit changer d'attitude. Et il y en a qui se risquent toujours à se comporter comme les maires d'avant l'ère décentralisation. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les enjeux. C'est ça le problème. Ça, c'est la réalité. Et le gouvernement aussi, qui est également là comme un arbitre, comme un régulateur, doit également pouvoir prendre ses responsabilités dans ce sens. Alors, ce que Christophe Guilou propose, c'est bien, mais il faut que cela soit davantage une réalité. Il va falloir que l'ambassadeur, que la France comprenne que nous sommes à l'ère véritablement de la décentralisation et que le gouvernement également suive. Parce qu'il n'est pas question simplement de dire, ok, nous allons faire un don à la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. Cela pourrait trancher avec cette dynamique que nous voulons, que nous appelons de tous nos voeux, et qui permettrait que le partenariat, que des partenaires dignes de ce nom arrivent et que tout se passe véritablement tel que nous souhaitons. Que véritablement les mairies se prennent en charge. Que les maires vraiment prennent leurs responsabilités et trouvent véritablement des partenaires qui sont conscients de la réalité de la décentralisation et qui évoluent avec cet esprit. Parce que vous savez que lorsque le blanc arrive, quoi qu'on dise, il vient toujours avec l'esprit colonial. Ça, c'est la réalité. Nous arrivons au terme de l'émission. Monsieur Samuel avait demandé, est-ce que vous avez un mot à dire avant qu'on ne clôture ce débat? Mais moi, je voulais rebondir sur un point, M. Ouachou a dit, au niveau de leur responsabilité des maires. Est-ce que les maires comprennent bien, véritablement, même leur rôle? Et je peux vous assurer que beaucoup de maires ne comprennent même pas leur rôle, parce que j'ai participé à plusieurs missions de faire venir des maires d'Afrique, et je me suis rendu compte que certains mairies qui ont été mises en place en fonction du calque européen ne cadraient pas avec le calque américain. Très bien. Parce que un maire en Amérique du Nord, c'est un préfet. Ça veut dire qu'il a au sein dans sa suite, il a le responsable de la chambre de commerce. Je prends un exemple de Yaoundé 3. Est-ce que Yaoundé 3 a une chambre de commerce? Ça veut dire que quand il discute business avec un autre maire, il amène son directeur, son président de la chambre de commerce, il dit écoute, discutez business. Il y a un maire d'une ville, je vais taire le nom, on a fait venir au Canada, et le maire de la ville de Montréal lui posait la question, mais combien d'hommes d'affaires tu as? Le maire n'a pas pu répondre. Combien d'hommes d'affaires tu as dans ta circonscription? Alors, est-ce que aujourd'hui on veut chercher les fonds, mais est-ce qu'on comprend véritablement quel est notre rôle et quel type de partenaire nous devons avoir? Pour ça, je pense que la paternité de le style européen aujourd'hui a montré ses failles et ses limites. Nous devons aller vers un système de mairie nord-américain qui est plus pragmatique.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces signatures officielles. Ça frise du folklore. Parce qu'à côté, il devrait avoir d'autres acteurs. Nous arrivons, nous arrivons au terme de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On remercie toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour la production de cette édition. On remercie notamment le PDG Dieudonné Vin du groupe La Météo qui est en train de nous suivre actuellement. Aline Paul Lebom, la directrice générale. Et puis, nous vous disons avant dimanche prochain, autant pour moi, bonne fête des mères à toutes les mamans. Et puis, si vous êtes à table, passez un bon après-midi et bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle édition et de nouvelles analyses. Bon dimanche. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.